Tout de suite, le bonus de pulsation avec la professeure Barbara Breuers. On parle d'addiction, on parle de dépendance. J'imagine que les deux mots ont une définition Ouais. particulière. Commençons peut-être par la dépendance, qui pour le grand public semble être associée à une pathologie plus mesurée. C'est quoi la dépendance? Alors, si on prend les critères qu'on utilise comme médecin, on se base sur la classification internationale des maladies, des CIM-10. Et cette classification, on parle de dépendance s'il y a 3 critères sur 6 présents de certains symptômes. Je vais juste les énumérer. Donc, tout d'abord, c'est la tolérance, donc qu'on a besoin de plus de substances pour avoir le même effet, d'avoir des symptômes de manque à l'arrêt, la deuxième. Troisième, c'est des envies très intenses de consommer, d'y penser beaucoup. La difficulté à contrôler la substance. Donc, on se dit, demain, je ne fume pas et qu'à 11 heures, on recommence. Donc, c'est difficile à contrôler. Ou la quantité. Je ne bois pas plus que 2 verres, mais voilà, après 1 heure, on est déjà à 4. Donc, ça, c'est difficile à contrôler. Et après, c'est sur des conséquences. Donc, ça veut dire qu'on perd beaucoup de temps à chercher la substance et qu'on continue même s'il y a des effets négatifs pour la personne. Donc s'il y a 3 critères sur les 6 que j'ai énumérés présents dans l'année écoulée pendant au moins 1 mois, on parle de dépendance. On voit aussi qu'on parle souvent de dépendance psychologique et dépendance physique. Ce qu'il faut savoir, c'est que si quelqu'un prend un médicament comme par exemple la morphine après une opération pendant quelques semaines, la personne aura une dépendance physique parce qu'il aura des symptômes de manque à l'arrêt. Il ne peut pas arrêter du jour au lendemain, on va diminuer lentement, mais il n'aura pas des critères de dépendance selon cette classification de maladie parce qu'il ne va pas en chercher, il ne va pas augmenter tout seul. Il se rend juste compte que j'arrête du jour au lendemain la morphine et j'ai mal au ventre, j'ai des frissons et j'ai froid. Ça, c'est des symptômes de manque. Donc, ça peut être aussi que la dépendance physique ou la dépendance psychologique qu'on a plus avec des substances un peu stimulantes comme la caféine par exemple. Les gens ont quand même quelques symptômes à l'arrêt voilà, mais sans qu'il y ait des critères de dépendance pour nous comme médecins. À quel moment ça bascule? On glisse dans cette dépendance? Alors, j'ai l'impression que vous faites là allusion plutôt à le terme addiction. Addiction, ce n'est pas quelque chose qui est reconnu dans les classifications des maladies, mais on l'utilise pour dire qu'il y a une perte de contrôle sur l'usage d'une substance ou d'un comportement. Ça peut être aussi de l'addiction à du jeu accessible, la vidéo, etc. Donc, la perte de contrôle, on peut l'avoir, en fait, il n'y a pas un moment spécifique souvent. On ne peut pas dire maintenant il y a ça. Et c'est la même chose un peu sur la dépendance. On peut glisser très lentement vers une dépendance. Et peut-être le plus connu, c'est avec les benzodiazépines ou avec l'alcool. On commence à boire ou à prendre un médicament, on augmente un peu et tout à coup on se rend compte qu'à 11 heures le matin, on n'est pas bien, on a des tremblements et on est piégé par la dépendance, on doit augmenter. Et après, ça devient vraiment un souci pour la personne, il va en chercher plus. Donc, ces moments pour la personne, c'est j'ai perdu le contrôle. Je pense que c'est ça le modèle. C'est le moment qu'on dit ça a commencé. Je veux dire, ça me préoccupe de plus en plus. Je ne suis pas bien quand j'en ai pas. Ça me prend beaucoup de temps dans ma tête. Et il n'y a pas un seuil par rapport à un nombre de cigarettes, un nombre de verres, un nombre de médicaments. Toute personne est différente par rapport à ça. À quel moment cette dépendance ou cette addiction devient pathologique, avec une obligation de consultation et d'accompagnement par des professionnels? Ça peut être à différents niveaux. Ça peut se manifester par une souffrance psychologique, une anxiété, un état dépressif qui est suite à la consommation, par exemple, excessive de produits stimulants comme la cocaïne. À ce moment-là, effectivement, c'est important que la personne fasse le lien entre sa souffrance psychologique et sa consommation de substances et que s'il n'arrive pas à arrêter tout seul, qu'il cherche de l'aide. À d'autres moments, c'est plus la porte d'entrée somatique, par quelqu'un qui boit de l'alcool, il ne se rend pas compte que c'est trop, mais il commence à avoir des perturbations des tests hépatiques, il commence à avoir de l'hypertension, il commence à avoir des troubles de sommeil, une sorte de, de fatigue qui s'installe, il ne fait pas le lien avec l'alcool.
soit effectivement il fait le lien, il va consulter, soit c'est à son médecin traitant ou à son entourage de dire je me fais de soucis, je vois qu'il y a une conséquence, une hypertension qu'on n'arrive pas à régler, je pense qu'il y a un lien avec l'alcool, je vous propose de discuter de ça, de voir si on peut vous aider à diminuer votre consommation ou d'arrêter. Donc, et où ça peut être le fonctionnement des conséquences au niveau social. Si quelqu'un vient en retard de façon répétée parce qu'il a de la peine à se lever le matin, donc il a des ennuis au travail, ça peut être la porte d'entrée plus professionnelle, sociale, des remarques de l'entourage qui peuvent faire que la personne dit « ça ne va plus, j'ai envie de changer, je vais chercher de l'aide ». Et pour cette aide, je ne veux pas du tout dire que les gens ne peuvent pas arrêter tout seuls. Heureusement, il y a beaucoup de gens aussi qui peuvent prendre conscience eux-mêmes qu'ils ont un souci avec une consommation de substances et faire ce travail tout seul. Et pas toute addiction est dramatique. Il y a déjà beaucoup de gens, même si on pense au tabac, il y a aussi beaucoup de gens qui arrêtent tout seuls. On n'a pas tous besoin d'un suivi médical. Par contre, si ça ne va pas, je pense que c'est bénéfique d'aller chercher de l'aide dans des associations, avec un appui médical, un suivi psychologique, comme la personne le désire. Un mot peut-être sur les différentes portes d'entrée. C'est vrai qu'un patient a plusieurs options possibles. Ouais. La médecine dite privée, s'il le souhaite, votre unité, mais aussi le service d'addictologie en psychiatrie. Quelles sont les différences entre ces différentes unités qui semblent traiter de la même chose? Au fond, pour la personne qui souffre d'un problème de dépendance à une substance ou une consommation problématique, ça peut être difficile parce qu'il a peur d'être stigmatisé. Donc ça peut être difficile pour une personne d'aller chercher de l'aide. Pour ça, je pense que c'est très important d'avoir des portes d'entrée différentes pour que les gens disent « mais moi, je pense que j'aimerais entrer là, ou moi, je sais que je suis tellement... J'ai un grave problème de dépendance, je sais pas, à la cocaïne, et j'ai une dépression, je sais tout de suite que je vais aller en psychiatrie. » Donc, je pense que la multiplicité de portes d'entrée est utile dans le domaine de la dépendance, vu la crainte de nos patients. Donc, c'est ça qu'on essaye de mettre sur pied. Après, il y a des patients qui ne savent même pas s'ils ont vraiment un problème de dépendance. Donc, eux, ils viennent plutôt venir chez nous parce qu'on propose une évaluation de leur situation. On me dit que je suis dépendant, mais je n'y crois pas. Qu'est-ce que vous en pensez? On essaye de faire le bilan. Donc, je pense que c'est utile pour les patients de savoir qu'il y a des compétences différentes, des regards un peu différents. Chez nous, on est en médecine de premier recours. On a aussi la spécificité que peut-être les patients avec des maladies somatiques à côté, comme une cirrhose du foie liée à une consommation de longue durée d'alcool, où il y a beaucoup de suivi somatique qui restent plutôt ici. Il y a des gens qui ont des problèmes psychiatriques importants, ils seront mieux en psychiatrie. Et donc, après, c'est à nous aussi de conseiller les gens. Et ça, c'est un grand travail qu'on fait aussi. Il y a des gens qui disent « non, je veux surtout pas aller en psychiatrie ». Et notre travail, ça va être de les motiver à accepter qu'un suivi psychiatrique peut vraiment les aider pour avancer dans la vie. La médecine sait parfois utiliser des substances très nocives, mais utiles sur l'instant. Oui. Comment la médecine fait-elle pour vivre ce paradoxe, c'est-à-dire utiliser elle-même ce type de substance avec des conséquences rapides, éventuelles, liées à ces dépendances que vous évoquez? Bien, merci pour cette question, parce que je pense que c'est très important que les gens se rendent compte que toute substance psychoactive a ses deux côtés. Si on parle d'opiacés, on a un côté, l'intérêt majeur de la morphine comme traitement antalgique. C'est hyper important. Et à l'autre côté, c'est l'héroïne qu'on peut en abuser. Si on regarde le benzodiazépine, c'est un médicament utile qui peut être abusé, qui peut être source de beaucoup de soucis de santé physique, psychologique, d'abus, etc. Si on parle de cannabis, c'est aussi exactement la même chose. Je pense que la plupart des personnes, quand on parle de cannabis, vont penser à la jeunesse, échec scolaire, fumée, problèmes avec la justice, mais le cannabis ou les cannabinoïdes, qui sont les substances actives dans le cannabis,
et qu'on peut aussi synthétiser, sont des médicaments extrêmement utiles probablement en médecine. Par contre, on a peu de médicaments actuellement, donc ça peut être quelque chose qui est moins connu. Mais je pense que c'est très important de se rendre compte que chaque substance psychoactive a ces deux côtés.